Bonjour Isabelle, Bonjour Vanessa. je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode. On va faire un super échange. Ce que j'ai envie à travers cet épisode, c'est bien évidemment d'inspirer les personnes qui vont nous écouter, mais de montrer aussi la réalité de ce qu'est l'entrepreneuriat et à quel point l'être est essentiel dans nos accomplissements. Alors avant qu'on entre plus dans les détails, j'aimerais tout simplement, Isabelle, que tu te présentes. Ouais, merci Vanessa. Je m'appelle Isabelle Ablin. J'ai toujours été dans l'accompagnement depuis le début de ma carrière, puisque je suis éducatrice spécialisée de formation initiale. Donc, j'ai travaillé auprès d'enfants en difficulté en protection de l'enfance et puis auprès d'un public d'enfants et d'ados avec handicap. Et puis, en 2016, j'étais chef de service d'une structure pour enfants et ados avec autisme. Et j'ai quitté ce poste qui était pourtant très sécurisant, qui était tout ce dont j'allais dire j'avais rêvé. En tout cas, je m'étais projetée dans cette évolution de carrière depuis plusieurs années, sauf que je m'y retrouvais plus, je me sentais plus alignée, j'avais plus ce feu intérieur en fait qui me guidait depuis des années. Je sentais que je m'éteignais à petit feu et donc je suis partie, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Je me suis formée à l'hypnose, en fait, quelques mois auparavant, sans savoir absolument que j'en ferais quelque chose, que je pourrais en faire un métier. C'était plus, pour avoir un ailleurs, en fait, à ce moment-là. Et donc je suis partie en 2016 et j'ai ouvert un cabinet, en tant que praticienne en hypnose, donc en libéral, donc pratique toute nouvelle. Alors l'accompagnement, pas du tout, mais l'accompagnement, toute seule en libéral, sans le cadre institutionnel, sans l'équipe et cetera, c'était très nouveau. Et puis, voilà, sans rentrer dans les détails, je me suis assez rapidement spécialisée dans l'accompagnement des enfants et des ados, avec l'idée de pouvoir, parce qu'il y avait pas grand-chose à l'époque, en tout cas quand moi je cherchais des infos et des formations un peu spécialisées, là-dessus, avec l'idée quand même de pouvoir transmettre aussi ce que moi je mettais en place, en cabinet. Ça s'est pas fait tout de suite et puis, l'opportunité entre guillemets des confinements, a fait que je me suis dit: «Ben, là, c'est l'occasion, tu as le temps». Et donc du coup, j'ai créé un accompagnement et une formation en ligne, du coup, pour accompagner, les professionnels de l'accompagnement, à travailler avec les enfants et à adapter surtout, l'hypnose à ce public spécifique parce qu'on n'accompagne pas les enfants, comme on accompagne les adultes. Voilà. Et donc aujourd'hui, je c'est le gros de mon activité est là, c'est-à-dire que je m'occupe, de l'accompagnement des membres de cette formation et du déploiement de cet accompagnement. Voilà, donc ça fait, 6 ans maintenant que je suis, entrepreneur, qui est un monde que j'ai découvert, on en reparlera, hein, mais, c'était un truc très, très nouveau, pour moi et je me dis: «Mais pourquoi j'ai pas découvert ça avant?» Probablement pour plein de bonnes raisons, mais voilà, en gros, pour me présenter. Ok, merci Isabelle. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans les détails de tout ça. Qu'est-ce qui t'a conduite finalement? Alors, tu nous dis que tu t'es formée à l'hypnose un peu comme ça, donc on va dire que tu as été appelée quelque part, guidée par cet outil que je pratique aussi et que je trouve extrêmement puissant. Mais qu'est-ce qui t'a conduite finalement entre le moment où tu as décidé de négocier une rupture conventionnelle et de te lancer comme ça dans l'accompagnement? Comment tu as dessiné finalement ce nouveau projet professionnel? Comment tu en es venu à décider d'accompagner finalement les gens par le biais de cet outil qu'est l'hypnose? Je crois qu'il y a eu plusieurs choses. C'est-à-dire que, avant même de découvrir l'hypnose, j'ai découvert l'infoprenariat, donc le fait de pouvoir Ok. accompagner, transmettre, en ligne, avec tout l'aspect marketing, que je découvrais, c'était absolument pas mon monde. Donc j'ai avalé des vidéos, des tutos, autant que je pouvais parce que c'était vraiment un truc qui m'a beaucoup nourrie, que je trouvais passionnant, et
étrangement, tu vois, sans savoir que j'en ferais un jour quelque chose. Et en même temps, ça m'a connectée à. Alors moi, j'ai la valeur liberté chez moi qui est très très forte. Et donc, ça m'a connectée à ce truc-là dans un moment où moi, je me retrouvais plus forcément dans mon job de salarié et où je me disais, mais vraiment, on peut du coup avoir cette liberté-là de pouvoir choisir ce qu'on a envie de faire chaque jour, comment on a envie de le faire, comment on a envie d'accompagner, etc. Bon, ça, c'est resté dans un coin de ma tête, en tout cas, pendant plusieurs mois. En parallèle, effectivement, l'hypnose, c'est quelque chose que j'ai découvert au départ, au travers de mon frère qui la pratiquait, plus une hypnose, ludique, pas de l'hypnose d'accompagnement, au départ. Donc c'était un truc dont je me sentais d'ailleurs assez éloignée à ce moment-là. Je me disais: «Tiens, ça alors?» Je trouvais ça assez surprenant, et puis j'y suis venue, quand, avec mes enfants, où j'ai commencé à m'intéresser aussi à ce que l'hypnose pouvait amener, pour pouvoir apaiser, certaines émotions, certaines inquiétudes, et cetera. Donc, ouais, il y a eu plusieurs petites choses comme ça dans mon quotidien qui sont arrivées. Et puis en m'y intéressant de plus en plus, parce que aussi en parallèle, encore une fois, dans mon job, moi, je me suis toujours beaucoup formée, tout le temps, j'ai jamais arrêté de me former. Et c'est vrai que, il y a eu un moment où je me suis inscrite en DU, autisme, donc c'était super intéressant, mais ça tournait encore dans le champ de l'autisme, et je sentais que ça ne me nourrissait plus et que j'en pouvais plus, en fait, des OK. formations en lien avec le social et le médico-social. Et donc je me suis dit: «J'ai envie vraiment de faire autre chose», et donc j'avais repéré une formation complète pour être praticienne en hypnose. Donc j'ai pu négocier, ce qui a pas été, simple, tu t'en doutes, parce que quand, j'ai prononcé le mot hypnose, bah, les organismes de financement, enfin, m'ont fermé la porte tout de suite. Et alors moi, généralement, quand on me ferme une porte, je me dis: «C'est pas grave, je vais en Je vais en trouver une ouvrir autre». une autre. Mais c'est pas possible, je veux faire cette formation, tu vois? Ça crée un truc chez moi quand on me dit: «Non, tu pourras pas», ça active plein de trucs en mode: «Ah oui, ah bah, si, si, en fait, je vais pouvoir». Donc j'ai remonté mon dossier complètement différemment jusqu'à ce que ça passe. Donc ça a pris plusieurs semaines, c'est passé, le dossier a été financé, et donc j'y suis allée, vraiment, pour découvrir, et je crois qu'au-delà de découvrir un outil, je me suis découverte moi-même, en fait, tu vois? Ça a été, Oh! un vrai chemin, où je me suis pris une grosse claque, en fait, hein. Je crois que ça a été vraiment, le début de ma découverte aussi avec le champ du développement personnel au sens large. Et je me souviens que chaque fois que je revenais d'une semaine complète de formation, en plus j'étais en formation, à 300 kilomètres de chez moi, donc je partais toute une semaine, j'étais complètement dans ma bulle. Et donc quand je revenais en réunion d'équipe le lundi matin, il y avait un contraste qui était, de plus en plus terrible. Tu vois? J'avais la sensation d'enfermement qui était de plus en plus grande, et je me disais: «Mais je peux plus, en fait, je peux plus Mmh. travailler là». Je sens que je m'égare par rapport à ta question. Oui, qu'est-ce qui a fait que faut que tu me On sent recadres parce qu'alors on je sent parle. la personne qui est, habitée, animée par ce qu'elle fait. C'était vraiment ce point de bascule. Qu'est-ce qui fait qu'au moment où tu as décidé de faire cette rupture conventionnelle Mmh, et de te lancer dans l'accompagnement, au ouais. moment où tu as négocié cette rupture, est-ce que pour toi c'était déjà acté, le projet était déjà existant? Ou est-ce qu'il y a eu au contraire cette période de flottement où tu t'es dit: «Bon, bah, maintenant qu'est-ce que je fais?» et tu t'es dit: «Bah, tiens, je me suis formée à l'hypnose, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait m'aider?» Comment tu as réagi? Comment tu as fonctionné, en fait, pendant cette Ouais, non, période-là? non, je l'ai construit, je l'ai construit, j'étais encore salariée. C'est-à-dire que je suis pas OK. partie en me disant: «On verra bien», parce que c'était déjà suffisamment flippant comme ça de quitter un CDI bien payé, j'étais à 1/4 d'heure de chez moi, assez autonome dans mon boulot, 9 semaines de congé. Enfin, tu vois, sur le papier, effectivement, il y avait rien. J'avais des enfants en bas âge à ce moment-là, donc il y avait pas grand-chose qui aurait pu faire que j'ai envie de partir, et pour autant, voilà, je te dis, bah, chaque fois que je revenais de formation, je me disais: je peux plus, en fait, il faut que je Mmh. fasse autre chose». Et donc assez vite, j'avais déjà mon temps de travail qui était un peu réduit, puisque j'étais en congé parental encore à cette période-là. Et donc du coup, j'en avais parlé à mon employeur pour pouvoir commencer à exercer. Si tu veux, quand j'ai eu ma certification, j'ai eu mon premier client une semaine après.
Mon Waouh. site internet était fait et donc ça, en fait, tu vois, c'est là que c'est intéressant, c'est que tout ce que j'avais commencé à apprendre, tout ce dont je m'étais nourrie sur le marketing, la communication digitale et cetera, m'a servi à ce moment-là, puisque j'ai créé mon site internet. Donc du coup, j'ai découvert et j'ai appris à utiliser WordPress, toute seule, derrière mon ordi et donc du coup, j'ai terminé ma formation. J'étais encore salariée, donc moi j'ai terminé ma formation en janvier 2016 et j'ai quitté en septembre et donc si tu veux, j'ai fini fin janvier, mon site était prêt, les cartes de visite étaient prêtes. J'ai eu mon premier client le 7 février. Et puis c'était parti quoi, tu vois? Et donc j'ai eu mes parce que je me suis dit: «Si j'attends, je vais retomber dans un truc qui va faire que je vais me dire: "Ah mais je suis plus légitime, je suis pas capable" et cetera». Là, je sentais que j'étais dans l'énergie de tout ce que je venais d'apprendre et qu'il fallait que je le mette en pratique tout de suite. Donc ça s'est fait de manière très partielle, au départ. Mais du coup, très vite, ça m'a permis de toucher aussi à cette liberté, dans le quotidien, qui a fait qu'assez vite, je me suis dit: «Bon là, il faut que je parte» et donc ouais, j'ai amorcé la question de la rupture conventionnelle peut-être au mois de mai, avril-mai, je pense et puis je suis partie en septembre et donc quand je suis partie, j'avais, j'avais déjà, un début de clientèle qui s'était mis en place, j'avais, complètement, boosté ma communication de façon à ce que je puisse démarrer avec quelque chose qui était déjà un peu construit, quoi. OK, super. Donc on voit aussi, peut-être que ce soit conscient ou inconscient, que ça a été fait aussi de façon structurée Mmh. et très réfléchie, de façon stratégique et c'est ce qui t'a permis, oui, de quitter ton entreprise et tout de suite de te lancer, dans ta propre entreprise, tout en ayant derrière, en fait, le support des allocations chômage. Donc se dire: «Voilà, je vais tout mettre en œuvre pour pouvoir générer du chiffre d'affaires, mais j'ai quand même, voilà, les allocations chômage qui permettent aussi de se rassurer, de se dire: «C'est bon, je peux faire les choses aussi, sans avoir cette pression financière». Ouais, complètement. Parce que c'est ça aussi, cette difficulté, c'est quand on se lance dans l'entrepreneuriat avec cette pression financière, ça génère beaucoup d'inconfort, ça génère des peurs et en fait, ça se voit, ça transparaît, hein, dans nos actions et du coup, les résultats en pâtissent et quand on n'est pas dans l'entrepreneuriat, parfois, on peut ne pas comprendre et de se Ouais. dire: «Mais je fais tout, je suis présente partout, mais pourquoi j'ai pas les résultats?» et c'est que voilà, il y a toutes ces choses-là qui se jouent en filigrane. Donc pour toi, ça a été plutôt fluide. Comment ça s'est passé pour toi concrètement, du coup, le lancement de ton activité? Tout de suite, tu as eu, suffisamment de clients pour pouvoir en vivre ou comment ça s'est fait pour toi les premiers temps? C'est monté quand même assez progressivement, effectivement, hein. Le fait d'avoir les allocations chômage, ça permettait de me dire: «Bon, je peux développer comme je le souhaite» et puis, si tu veux, comme j'aime beaucoup lancer des projets, j'ai toujours énormément d'idées et cetera. Je me suis un peu cramée la première année. C'est-à-dire que j'ai voulu tester plein de choses, tu vois? En fait, Mmh. c'est comme si je pouvais renouer avec mes créativités. En fait, la première année, j'étais en mode: «Ah mais tout est possible, en fait. Je peux accompagner des enfants, je peux accompagner des adultes, je peux accompagner en entreprise». J'ai mon chat qui miaule Oui, partout j'entends. là. Est-ce que ça t'ennuie si je vais lui ouvrir la porte 2 petites Non, secondes? Je suis vas-y. désolée. Désolée. Non, il y a pas de Entre souci, le chat et le chien je là, couperai tu je couperai couperas? au Ouais. montage. Du coup, je sais plus ce que je disais. Mmh. Que tu t'étais cramée, cette première. Ouais, oui, voilà, la première année, je me suis cramée parce que, enfin, pas complètement, mais j'ai senti que j'aurais pu vraiment me cramer, parce que tout était possible, en fait. Tu vois, tu découvres un truc où finalement, bah, j'avais que des comptes à rendre à moi-même, à mes clients aussi, bien sûr, mais en fait, tu peux tout faire et donc j'ai commencé à lancer, des ateliers, je me suis dit: «Tiens, je pourrais travailler en entreprise» et cetera. Donc j'ai testé plein de choses et effectivement avec cette sécurité qu'amenaient les allocations, chômage où je me disais: «Bon, de toute façon, quoi que je lance,
Je sais que j'ai quand même ce petit coussin-là qui est rassurant. En même temps, le temps passe extrêmement vite. Et donc, au bout d'un an où quand même j'avais le focus sur développer le cabinet puisque c'était ce que je souhaitais faire, mais je me suis dit: «Bon, voilà, il y a le cabinet, mais je sens que je m'éparpille aussi, beaucoup et puis à force de tester tel truc», voilà, il y avait des choses où je me disais: «Non, ça, je sens que ça me convient pas, donc je mets de côté, je laisse tomber» et cetera. Mais effectivement, j'ai réussi à me dégager un chiffre d'affaires qui était correct, assez rapidement. Heu, voilà, assez rapidement et alors même si j'avais quand même perdu en revenus, si tu veux, par Mmh. rapport au salaire que je gagnais avant, quand j'étais chef de service. Mais la liberté que j'avais gagnée, me faisait dire: «Mais jamais je pourrais retourner en arrière», tu vois? Parce que pendant plusieurs mois, je me disais, je pense pour me rassurer, pour rassurer l'entourage aussi, je me disais: «Bon, de toute façon, je sais que si ça fonctionne pas, je retrouverai toujours un poste, il y aura pas de souci». Mais effectivement, le peut-être un des plus gros risques, c'est que quand tu goûtes à cette liberté-là, tu peux plus, enfin tu peux plus, si tu peux toujours, mais c'est compliqué de se dire: «Bah, je vais faire marche arrière» ou en tout cas moi je l'aurais vécu comme ça, parce que c'est pas forcément une marche arrière en plus, hein. Je pense qu'on peut avoir des moments où on se dit: «Bon, bah, voilà, là hop, je reprends un boulot de salarié, parce que si c'est pour m'effondrer, c'est pas possible et puis c'est peut-être pas maintenant et puis c'est peut-être capitaliser sur une expérience qu'on pourra réutiliser plus tard», donc voilà, je dis pas que ça aurait été un échec de revenir en arrière, mais en tout cas, je sentais que chaque jour qui passait, me faisait dire que c'était de moins en moins possible d'imaginer pouvoir revenir en arrière. Et puis quand tu as les allocations chômage, du coup, où tu commences à voir un petit peu le bout qui s'épuise, hem, il y a un levier vraiment intéressant, je trouve, il y a un truc très intéressant qui se passe, c'est que, là où j'allais dire un peu endormie sur mes lauriers, c'est-à-dire que j'avais, suffisamment pour vivre, sans travailler temps plein, en plus vu que j'avais mes enfants, mes filles qui étaient petites, je voulais pas travailler à temps plein. Le chômage qui complétait, donc ça me convenait bien et puis après je me disais: «Bon, est-ce que je me vois faire ça tout le temps? Et puis quand il y aura plus les allocations chômage, est-ce que je me vois continuer, comme ça?» La réponse assez vite, c'est non et c'est OK. Donc du coup, si demain il y a plus rien là, et que je compte que sur moi-même, bah, il va falloir que je mette le paquet sur le développement. Donc du coup, c'est aussi là que j'ai beaucoup accentué sur le développement de l'accompagnement, des enfants et des ados et on était assez peu, à ce moment-là et donc ça a carrément bien pris, quoi. OK. Alors comment tu as affiné ton positionnement? Quelles sont les informations? Sur quoi? Quelles ont été les ressources sur lesquelles tu t'es appuyé, justement pour faire cette analyse-là et te dire: «Bah, tiens, finalement, je vais porter mon attention que sur ce public-là»? C'est parce que tu avais vu que sur le marché, il y avait peu d'accompagnement de ce type-là et que tu dis: «Bah, tiens, ça peut être porteur»? Non, je crois que c'est parti déjà de ce que moi j'avais envie de faire, puisque c'est Ouais. un truc que je me souviens quand j'étais encore en formation, c'était quelque chose dont je parlais beaucoup parce qu'assez vite je me suis dit: «Super, on apprend des outils vraiment intéressants, mais concrètement si je veux les adapter aux enfants, on fait comment?» Et donc du coup, j'ai testé, tu vois, sur la première année. En plus, l'hypnose, alors maintenant, on en entend plus parler comme, d'un outil vers lequel les parents peuvent aller assez facilement pour leurs enfants. Il y a 6 ans, c'était moins le cas et mais pour autant, voilà, moi, je trouvais qu'il y avait un potentiel énorme. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est ma casquette de travailleur social, quoi, en tant Ouais. qu'éduquée et ancienne chef de service. Ça, je sais que ça a rassuré énormément de parents et donc l'hypnose était un outil qui venait se mettre, en plus, dans le cadre d'un accompagnement, global et d'ailleurs, tu vois, c'est ce que je transmets aujourd'hui dans ma formation, c'est qu'au départ, j'ai beaucoup misé sur l'outil. L'hypnose, l'hypnose, l'hypnose et même moi, en fait, je m'y retrouvais pas assez vite. Je me disais: «Mais il y a un truc qui manque à vouloir faire de l'hypnose à tout prix», tu vois? Je m'y retrouvais pas et je me disais: «Mais c'est pas possible, tu as quasiment 20 ans de pratique dans l'accompagnement» et je sentais qu'il y avait des trucs qui étaient pas très fluides, parce que je mettais tout sur l'outil, en fait, tu vois? Mmh. Il faut faire de l'hypnose. Sauf que en fait, à la base et je crois que c'est là que j'ai
switché et que vraiment il y a quelque chose qui s'est développé parce que moi, j'ai été enfin vraiment alignée avec la manière dont j'avais envie de travailler, c'est que, pour moi, c'est, je vais accompagner des enfants et des familles comme je sais le faire et je vais mettre l'hypnose au service d'un accompagnement et pas l'inverse. Je ne vais pas mettre Mmh. en avant l'hypnose, enfin, je dis hypnose, mais c'est valable avec n'importe quel outil, je pense, hein. Mais c'est voilà, je sais accompagner, c'est mon métier, et l'hypnose va arriver là-dessus. Et donc, je pense que quand j'ai capté ce truc-là, il y a beaucoup de choses qui se sont, ouvertes, en fait. Tu vois? J'ai senti que moi, j'étais ouais, c'était plus aligné, mes accompagnements étaient plus fluides, j'avais déjà de très bons retours, mais je me sentais encore plus légitime, tu vois? À pouvoir, accompagner de cette manière-là. Et c'était un vrai bonheur parce que là où je me sentais souvent bridée dans les institutions dans lesquelles je travaillais, à pas pouvoir faire comme j'aurais voulu ou en tout cas quand je prenais la liberté de le faire, bah, tu as toujours, un médecin, un collègue, un machin qui te dit: «Ah bah non, il faut pas, voilà, il faudrait pas que tu fasses de cette manière-là et tout». Et donc du coup, souvent en institution, bah, tu te remets derrière le masque derrière lequel on imagine que tu devrais être. Je caricature un peu, mais quand même, quoi. Et le libéral, moi, m'a permis de virer ça, en fait, et d'accompagner avec celle que je suis dans la vraie vie, en fait. Et ça change aussi beaucoup, hein, dans la relation thérapeutique. Quand tu t'autorises à être toi-même, bah, forcément, celui que tu accompagnes va s'autoriser à l'être, plus facilement, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu nous partages dans ton parcours parce que souvent, lorsque les gens se réinventent professionnellement, ils partent du principe de dire bah, il faut que je fasse un reset de mon ancienne vie. Et en fait, non, des fois, on Mmh. a juste besoin de se réinventer, mais en partant finalement de notre carrière antérieure, surtout si pendant cette carrière, on s'est épanoui, il y a eu, tu vois, de l'accomplissement, il y a eu de l'épanouissement et qu'à un moment donné, il y a une remise en question. Mais dans ce parcours-là, il y a des choses en fait qui nous ont habités et c'est aussi quelque chose que moi j'ai mis plus de temps à intégrer, mais que j'ai compris par la suite. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai aligné aussi mon ancienne carrière, qui était du coup responsable des ressources humaines, au fait d'accompagner les gens à s'aligner professionnellement, bah, du coup, il y a aussi une certaine continuité. Et oui, ça nous aide à travailler sur ce fameux sentiment de ne pas se sentir légitime. Et vu de l'extérieur, ça nous donne aussi une certaine assise, une certaine notoriété. Donc voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai envie de partager là, c'est de se dire si aujourd'hui, dans une carrière, il y a eu des moments où on s'est senti épanoui, accompli, et qu'on veut se réinventer, il y a certainement des choses à garder et à retransposer dans cette nouvelle vie professionnelle. Et toi, tu l'as senti tout de suite parce que quand on t'écoute, on sent cette capacité à prendre du recul et à analyser et à être très connecté aussi à tes ressentis et de te dire, en fait, ce truc-là, non, j'ai pas envie de le faire. Mmh Et mh. de t'autoriser à dire non, j'ai pas envie. Alors que d'autres personnes pourraient se forcer, en fait, à le faire. Et toi, non, tu as dit non, je mets le focus vraiment sur ce que j'aime. Et à partir du moment où tu as vraiment imbriqué tous les morceaux du puzzle, du coup, ça a été beaucoup plus fluide. Donc quand on t'écoute, on a l'impression quand même que ça a été plutôt fluide, plutôt simple, plutôt évident. Est-ce qu'il y a eu dans ton parcours, Isabelle, des moments de doute, vraiment des moments difficiles et comment tu as dépassé ces moments-là? Alors, déjà peut-être juste pour rebondir sur ce que tu as dit juste avant, sur le fait de capitaliser sur l'expérience passée. Je crois qu'on peut capitaliser et sur les moments où on a été épanoui, mais aussi sur les moments où ça a été compliqué. Parce que je crois que ces moments-là, tu vois, moi, ça m'a beaucoup aidée, à me dire: «Bah, ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire vivre aux gens que j'accompagne», par exemple. Tu vois? Ce Ah, que j'ai intéressant. vécu, tu vois? Et donc du coup, voilà, moi je trouve que de toute façon, quand on est dans le cadre d'une reconversion professionnelle, on sort pas de l'œuf. Donc
tout ce qu'on a vécu dans notre vie perso-pro, de toute façon, c'est quelque chose qu'on peut ramener au service de et en plus, bon, moi, je crois pas trop au hasard, hein, mais je me dis quand à un moment donné, tu as tout qui s'enchaîne, forcément, il y a plein de choses de l'expérience passée que tu vas pouvoir, réutiliser. Par rapport aux doutes, bah, oui, clairement, hein, le 1er gros doute, ça a été, est-ce que je fais pas une énorme boulette de partir d'un CDI? Voilà, le 1er gros doute, il a été là et puis parce que enfin, ça n'engageait pas que moi, c'est-à-dire que, j'étais, enfin, je suis toujours, mariée, maman, avec un crédit de maison, et donc du coup, tu te dis: «Ben, OK, c'est mon envie à moi de partir, mais ça engage aussi, mon mari, ma famille, si je me plante, peut-être que je vais les entraîner avec moi dans ma chute et puis du coup, tu as pas envie», tu vois? Donc un des premiers trucs pour moi, ça a été aussi j'en ai beaucoup parlé avec mon mari, j'avais besoin, symboliquement qu'il me suive sur ce projet-là, tu vois? Même si, bah, il avait aussi la trouille, hein, forcément, plus que moi, je pense. Mais pour autant, voilà, il me disait: «Bah, en même temps, si c'est pour que tu t'éteignes dans ton job, c'est pas la peine». Donc le premier doute était là et puis après, heu ouais, j'allais dire, il y en a tout le temps des doutes. Il y a des périodes plus compliquées que d'autres. Peut-être que la 2e période de gros doutes, ça a été une fois que j'ai lancé plein de projets, tu vois, au terme de la première année et puis de me dire: «Waouh, c'est génial, je peux tout faire, mais qu'est-ce que je veux vraiment faire?» Et donc du coup, là, à nouveau, tu vois, bah, moi, j'ai beaucoup douté à nouveau en me disant avec cette crainte aussi de me réenfermer dans un truc qui me conviendrait pas, tu vois? Crainte que j'ai balayée assez vite en même temps en me disant: «Bah, si ça te convient pas, tu changeras» et c'est vrai que j'ai beaucoup enfin, j'ai toujours fonctionné comme ça, en fait. C'est-à-dire que, j'ai quitté, plusieurs CDI, voilà, je n'aime pas me sentir, prisonnière de quelque chose et donc et donc voilà, je me disais: «Bah, c'est pas parce que je suis plus salariée que je peux pas fonctionner de la même manière. Si demain ça marche plus ou si j'en ai marre, bah, je me relancerai sur autre chose». Je pense que le fil rouge qui me tient, en fait, qui me guide, c'est une espèce de alors c'est une connexion très forte à ce besoin, cette envie de liberté, effectivement. Hem, je crois que c'est ça qui me guide beaucoup en toile de fond. Et puis c'est une espèce de foi, de certitude dans l'idée que ça va fonctionner. Je sais pas comment, mais ça va le faire. Voilà et donc du coup, voilà, je prends chaque difficulté qui arrive, chaque obstacle, bah, comme tel en fait, hein, OK, ça c'est un obstacle, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que j'ai vraiment envie? En fait, tu vois, j'ai l'impression que ça vient, comme tester mon envie d'aller, tu vois, si je dis: «Bah, je veux aller, là, au point, bleu», bim, tu as un truc qui se met en travers, OK, tu as vraiment envie d'y aller? Est-ce que tu vas pouvoir déployer ce qu'il faut pour pouvoir contourner, traverser, sauter au-dessus cet obstacle? Ou est-ce que tu vas te décourager, puis tu vas dire: «Ah bah non», voilà et donc si je suis vraiment connectée à l'envie d'aller au point bleu, bah, tant pis, peu importe l'obstacle, en fait. Alors j'accuse le coup comme tout le monde, hein, tu vois? Puis tu as des moments où tu as moins d'énergie, où tu te dis: «Oh mais je vais jamais y arriver, mais pourquoi je suis pas restée? Non, c'était tellement facile d'avoir un salaire qui tombe tous les mois», j'en ai eu plein, plein des moments comme ça. J'en ai encore parfois, mais alors c'est plus du tout comme au début, tu vois? Je Quand j'ai cette phrase-là qui arrive: «Oh là là, c'était quand même confortable», tout de suite, j'ai toutes mes autres voix, parce qu'on est nombreux, je crois, toutes mes autres voix qui dit: «Mais ça va pas, mais regarde la liberté que tu as. Oui, oui, OK, 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 OK», voilà et donc je me reconnecte à ce que je veux, en fait, et c'est ça qui me permet d'avancer tout le temps. Mais oui, des doutes, des peurs, il y en a tout le temps, sauf qu'elles évoluent, en fait. C'est plus les mêmes peurs qu'au début. OK. Sur quelles ressources tu t'appuies pour avancer dans ton quotidien? Est-ce que tu as des routines? Est-ce que tu as t'as des coachs, des thérapeutes? Est-ce que tu as des groupes? Comment tu avances dans ton chemin en tant qu'entrepreneur? Oui, je me fais accompagner, bah, pareil depuis le début. Alors ça aussi, ça a beaucoup évolué. Au départ, j'étais,
quand j'avais que la pratique de cabinet, j'avais un accompagnement, au départ en présentiel et puis après en ligne, du coup, en mode supervision avec, un thérapeute, qui était aussi mon mentor, qui m'accompagnait, alors moi et d'autres, hein, par rapport à la pratique que voilà, la pratique de libéral, en cabinet. Et puis parce que c'est très riche, ça permet aussi de voir ce que font les autres, de s'en inspirer, de pouvoir, échanger, de ne pas se Mhm. sentir seul aussi. Parce que c'est vrai que moi, en plus, je sortais de presque 20 ans d'institution, donc travail d'équipe, ça a fait partie de mon quotidien. Je me suis construite comme ça et c'est pas évident. Quand on se retrouve entrepreneur, on est vite tout seul, et confronté à la fois à, comment développer son cœur de métier en tant qu'entrepreneur, mais aussi tout ce qu'il y a autour, t l'administratif, la compta, la communication, le marketing, tout ça, ce sont des aspects, auxquels on ne pense pas forcément au départ parce qu'on est très connecté à quel est le métier que j'ai envie d'exercer, mais sauf qu'il n'y a pas que ça. Donc oui, j'ai été, accompagnée au départ et puis, donc de cette manière-là, plutôt en mode supervision et puis là, aujourd'hui, j'ai rejoint depuis, 1 an et demi maintenant, un groupe d'infopreneurs. En fait, c'est une communauté, de type mastermind, avec des entrepreneurs qui délivrent principalement leur activité, en ligne et donc du coup, on se retrouve, toutes les semaines en petits groupes, il y a des coachings de groupe, il y a des rencontres en présentiel et puis régulièrement aussi, ça c'est l'accompagnement que j'ai, on va dire, en continu et après régulièrement, ça m'arrive de prendre des accompagnements ou des formations en ligne, du coup d'autres coachs pour aller voir aussi d'autres énergies, voilà, sur d'autres niveaux d'accompagnement. Et je me nourris beaucoup de ça. Ça maintenant vraiment aujourd'hui, ça occupe, j'allais dire un quart de mon temps, facile. J'y consacre beaucoup de temps parce que je pense que c'est aussi là-dedans, qu'on se nourrit beaucoup, qu'on s'inspire et c'est aussi ça qui fait que malgré les doutes et les peurs, tu peux continuer parce que tu rencontres des collègues qui sont passés par la même étape du chemin que celle à laquelle tu es et puis tu vois qu'eux, ils sont plus loin, ils l'ont dépassé. Tu vois qu'il y en a qui sont là où toi tu étais il y a 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans et tu te dis: «OK, bon, finalement, on est tous sur le même chemin, on est juste tous pas au même stade, mais j'avance en fait», donc Mm. voilà, c'est chouette. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime, Isabelle, au quotidien? Qu'est-ce qui te fait tenir la barque? Qu'est-ce qui te permet de faire diriger cette barque qu'est ton entreprise au quotidien? Si tu devais nous partager là ton message, ce qui t'anime, ce serait quoi? Ce qui m'anime profondément, c'est, tu vois, un truc pour lequel j'ai énormément de gratitude, c'est la communauté, qui s'est créée autour de Kiddy Mind. Mhm. Tous les partages, toute la solidarité, la bienveillance, même si voilà, c'est la bienveillance, c'est un mot qui est un peu, qui est pas toujours, qui est souvent associé à de la bisounourserie, mais voilà, la bienveillance avec un grand B. Je suis hyper fière d'avoir, contribué à construire, ça, parce que ça permet de mettre en lumière aussi plein de collègues qui sont des pépites. Heu et en fait, tu vois, j'ai l'impression à ma manière de planter des petites graines et et pour moi, c'est au-delà de moi. C'est-à-dire que moi, j'ai créé ce truc-là, mais je vois aussi tout ce que les collègues font, sans que j'y sois. Il y a des petits groupes de type, cerveau collectif là, des petits temps d'échange qui se créent aussi entre eux. Il y a des projets qui se montent, il y a des sources d'inspiration qui se trouvent, et de savoir que ça va avoir une répercussion chez tous les enfants, ados et familles qui vont être accompagnés, ça, je trouve ça juste, incroyable. Les rencontres que je fais dans le cadre de cette formation sont juste, géniales. Enfin voilà, je suis hyper contente de ça, tu vois? Depuis quelques mois, il y a une collègue, une des toutes premières membres qui nous a rejoints,
qui est pédiatre et maître praticienne en hypnose. Et donc, du coup, je lui ai proposé de reprendre les supervisions pour les membres de la formation. Donc, c'est elle qui s'en occupe. Et pareil, avec elle, c'est une rencontre très forte, très chouette. Et je me dis, waouh, ce chemin me permet de connecter avec des gens qui sont juste géniaux. Et ça, c'est trop bien, quoi. Voilà. Donc ça m'anime beaucoup. Et c'est ce qui fait que j'ai aussi envie de continuer à amener loin ce que je propose avec plein d'autres idées. Ça, c'est ce qui m'anime sur la partie pro. Et puis, la conséquence de ça, c'est dans la vie perso, et c'est aussi un truc qui m'anime, c'est que cette activité que j'ai construite, que j'affine au fil du temps, me permet d'avoir une liberté dans ce que je fais, dans ce que je vis au quotidien, qui est juste génial. Même si je sais que je travaille encore beaucoup, 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 et que je n'ai pas encore le temps que j'aimerais avoir complètement pour pouvoir m'occuper davantage de mes enfants, de ma maison, etc. Pour autant, voilà, ces 2 trucs-là m'animent particulièrement. Oui, parce que j'entends beaucoup ce terme de liberté et même dans mes clientes, souvent, elles me disent, mais moi, je veux plus de liberté. Souvent, on pourrait croire la liberté de temps. Je voudrais avoir plus de temps, mais derrière, ce qu'on dit aussi, c'est plus de liberté d'action, de liberté de choix, de liberté de créativité. Voilà, donc on l'entend aussi sous tous ces termes-là de liberté. Moi, ce qui m'intéresse aussi, Isabelle, de savoir, c'est comment tu as fait cette transition entre j'accompagne les familles à j'ai envie d'accompagner les professionnels à accompagner l'enfant. Comment ça s'est proposé à toi? C'est venu très vite en fait, parce que même quand j'étais encore salariée, alors je sais plus si je l'étais, si j'étais encore chef de service, et j'avais déjà commencé à être sollicitée sur certaines missions pour pouvoir transmettre en fait. Je crois qu'il y a cette envie de transmission, de partage, d'échange, qui était déjà là, et assez vite effectivement. Alors, en fait, il y a eu mon envie à moi de transmettre qui s'est croisée avec pas mal de collègues qui m'ont demandé mais toi, tu Ok. accompagnes les enfants, comment tu fais? Est-ce que tu pourrais nous accompagner à? Et donc, ça, c'est un truc qui revenait de manière très, très régulière, et donc qui venait confirmer que oui, il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à aller voir de ce côté-là. Et puis oui, quand il y a eu le tout premier confinement en mars 2020, cabinet à l'arrêt comme tout le monde, plus d'activité. Donc assez vite, je me suis dit: «Bah tiens», donc j'ai créé un groupe sur Facebook pour qu'on puisse échanger autour de cette thématique-là. J'ai commencé à partager pas mal de trucs, et puis après déconfinement, chacun a repris son quotidien. Moi, j'ai laissé ça un petit peu de côté, et puis quand à nouveau en octobre, on nous a dit qu'on allait être confinés, je me suis dit: «Bon, quand même, c'est un signe là, il faut que j'en fasse quelque chose», et puis j'avais pas envie de subir les aléas des consignes sanitaires, et j'avais envie de reprendre moi le pouvoir en fait, tu vois? Sur mon quotidien, et de pas subir, là tu peux travailler, là tu peux plus travailler. Ça, c'était un truc qui était vraiment très inconfortable, enfin pour tout le monde, hein, mais du coup, voilà, moi, j'avais pas envie de continuer à me laisser balloter, à vivre sur les aides, il y a un côté très passif que j'aime pas du tout, et donc j'avais besoin, moi, de rebondir et de me dire: «Non, je dépends pas de ça, je vais contourner le problème, et je vais faire autre chose», et étonnamment ou pas, hein, mais si tu veux, dans en 48 heures, peut-être 3 jours, j'ai eu plusieurs collègues qui m'ont envoyé des messages et qui me disaient: «Bon, quand est-ce que tu sors ta formation? Est-ce que tu fais de la supervision?» Et je disais: «Mais c'est pas vrai, tout en même temps», tu vois? Et bon, voilà, et donc ça s'est confirmé là, à ce moment-là. Mais je crois que voilà, cette envie de transmettre, c'est quelque chose que, déjà dans les premières expériences que j'avais pu avoir en institution, puisqu'au départ j'avais été consultante, pour une structure similaire à celle où moi j'étais chef de service, pour les accompagner à revoir, tous leurs projets de service, et cetera, dans le cadre de la démarche qualité. Donc moi, c'était un truc qui me tenait à cœur de pouvoir partager ce que nous on faisait. Et puis après, du coup, j'ai travaillé pour un organisme de formation pour aller former des collègues à l'accompagnement des enfants et des familles, mais du côté de l'autisme, du coup, avec cette particularité-là.
Et c'est quelque chose qui m'avait énormément plu. Donc, en fait, voilà, il y a eu ce fil-là aussi qui a fait que c'était presque une continuité, en fait. Ok. Alors, tu as une visibilité sur les prochaines années. C'est quoi les gros projets qu'est-ce que tu ambitionnes pour Kiddy Mind? Ce que j'ambitionne pour Kiddy Mind, c'est que ce soit l'accompagnement vraiment de référence en francophonie, pardon, voire au-delà, pour tout ce qui est accompagnement de l'enfant. Et pour l'instant, c'est très centré hypnose, mais j'aimerais, pourquoi pas l'élargir, à l'ensemble des professionnels qui accompagnent les enfants et les ados, de près ou de loin, parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire et je vois que, dans les accompagnements en visio, que moi je peux faire, parce que moi maintenant je m'occupe de la partie plutôt coaching des membres sur tout ce qui est, syndrome de l'imposteur, rapport à l'argent, légitimité et cetera. Donc moi je m'occupe plutôt de cette partie-là, et Anne-Gaëlle, la collègue pédiatre, s'occupe plutôt de tout ce qui est accompagnement de la pratique professionnelle et on voit qu'au final, on parle assez peu d'hypnose. Ce qui pose le plus de problèmes, c'est l'accompagnement en tant que Mhm. tel, et je crois qu'il y a énormément à faire dans ce champ-là, de pouvoir accompagner les collègues, de leur proposer un espace, pour échanger, pour grandir ensemble, pour s'inspirer, pour prendre du recul sur comment on peut accompagner les enfants et les familles, comment on va pouvoir s'ajuster aussi à chaque demande. Ça, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, du coup, d'offrir cet espace-là de ouais, d'échange, d'inspiration et bah, au final, pour que chaque enfant, ou ado ou famille qui va avoir besoin qui va rencontrer une difficulté puisse croiser un professionnel qui, à minima, ait conscience des enjeux qu'il y a quand on accompagne un enfant et qu'on ne peut pas dupliquer, une méthode, pour, voilà, mon enfant fait pipi au lit, ben, voilà, je vais utiliser cette même façon de faire, quelle que soit la non, non, on s'adapte, on prend en jeu la systémie de la famille et cetera. Ça, c'est un truc qui est je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Super, c'est un vaste programme, mais tellement, Ouais. tellement essentiel. Mmh. Merci beaucoup Isabelle. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-moi. Bah, sur Facebook, sur, Kiddy sur Instagram aussi où je partage plus de trucs d'ailleurs sur Instagram, donc pareil c'est kiddy.mind, et puis il y a tous les liens après dans ma bio, sur Insta, sur Facebook. Super. Merci beaucoup Isabelle pour ce partage très, très riche. Et si je pouvais conclure par rapport à ce que tu nous as partagé de ta propre expérience et par rapport à la direction que tu envisages, c'est vraiment aussi de considérer que chaque accompagnant finalement a sa propre méthode, a sa propre façon d'accompagner et que c'est important encore une fois de révéler l'être pour Mmh. qu'il soit aligné dans sa pratique. Et oui, et la sophrologie, l'hypnose, la gestalt, tout ce que l'on veut, ce sont des outils au service d'une méthode qui nous est propre, qui est clairement alignée avec qui l'on est. Et ton parcours nous prouve justement ce truc-là quand tu dis, bah, à partir du moment où j'ai aligné ma pratique de mon ancienne vie à ce que j'avais envie de faire, bah, en fait, tout était là et tu as pris du plaisir et c'était beaucoup plus fluide pour toi dans ta pratique. Et, euh, et je pense que tout part de là. Ouais, complètement, complètement et ça, c'est un autre projet que tu vois, je ne m'arrête pas, hein, mais c'est un autre projet que j'ai envie de développer en parallèle, c'est de pouvoir accompagner les thérapeutes aussi sur cette partie mindset, parce que pour moi, ça va de pair, effectivement. Tu peux avoir tous les outils du monde, toutes les connaissances du monde. Merci pour cette conclusion. Effectivement, si tu travailles pas sur l'être et sur, voilà, qui tu es et comment tu vas pouvoir, avec ce que tu es, accompagner les gens, il manquera toujours quelque chose et ça, c'est aussi super important. Merci à toi en tout Ne cas, pas Vanessa. s'enfermer ouais, derrière l'outil. Ouais, exactement. Merci beaucoup Isabelle. Merci à toi, Vanessa. À bientôt.